Bonjour à tous, toujours dans le cadre de l'enseignement du module de pédiatrie et pour le cours diététique du nourrisson, sa deuxième partie est destinée à l'allaitement maternel. Je passe maintenant aux différentes composantes de l'alimentation du nourrisson. Je commence par le plus valeureux qui est le lait maternel. Le lait maternel est original et unique sur le plan biologique et sur le plan nutritionnel, chose qu'on va voir tout de suite. Alors, l'allaitement maternel exclusif est le mode d'alimentation le plus approprié pour le nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois. Il s'agit d'une pratique intime dont la décision relève de la responsabilité de chaque femme. Et pour cette raison, il s'agit d'une question de santé publique. Selon les dernières données de l'OMS, les taux d'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie restent très insuffisants dans les pays en voie de développement et même dans la majorité des pays développés. Et ceci peut être vu le manque de compréhension pour mieux accompagner les femmes à allaiter leurs enfants. À la lumière de ces bénéfices pour la santé de l'enfant et de sa mère, le professionnel de santé se trouve responsable de donner des informations claires et objectives sur la pratique de l'allaitement maternel et ses différents avantages et bénéfices. Donc, c'est ça l'intérêt pour vous, c'est de connaître les avantages de l'allaitement maternel et ses bénéfices doubles pour le bébé et la mère afin de pouvoir donner les informations maximales aux mamans et les accompagner à allaiter leur enfant. Je passe à la physiologie de la lactation. La préparation anatomique se fait durant la grossesse avec prolifération des canaux galactophores associant une maturation progressive des cellules alvéolaires pour permettre l'installation de la lactogénèse ou bien la production de lait qui commence dès la deuxième moitié de grossesse sous l'influence des facteurs neuro-endocriniens qu'on va voir tout de suite. Alors, pour la régulation de la lactation, la fonction de la lactation est sous l'effet de deux facteurs hormonorégulateurs, en plus au réflexe de succion. La glande antihypophysaire sécrète la prolactine suite à la diminution du taux de progestérone d'estradiol au niveau du sang maternel en postpartum avec des pics importants. Cette prolactine va agir au niveau de la glande mammaire sur les cellules acéneuses pour stimuler la production du lait, c'est ce qu'on appelle la lactogénèse. Le deuxième facteur régulateur est l'ocytocine, qui est un neuropeptide sécrété par les noyaux paraventriculaires et supraoptiques hypothalamiques, stocké au niveau de la post-hypophyse pour être libéré suite à la stimulation des récepteurs sensoriels au niveau du mamelon, et ceci par la succion. Donc, la mise au sein est primordiale pour stimuler la sécrétion d'ocytocine qui va agir sur les cellules contractiles en provoquant l'excrétion du lait en dehors de la glande mammaire. Mais aussi, ce réflexe va entraîner une inhibition du neurone bloquant la sécrétion de la prolactine. Alors, pourquoi le lait maternel est l'aliment idéal pour le nourrisson? Breast is best. Vous avez trois choses à apprendre. Premièrement, le lait maternel est un aliment original. Il n'y a aucun aliment qui peut correspondre à la composition du lait maternel. Ça, c'est très important. Deuxième chose à considérer, le lait maternel correspond exactement aux besoins énergétiques du bébé. Il respecte ses aptitudes ou ses capacités de maturation ou bien ses capacités évolutives sur le plan de développement psychomoteur, développement de son système digestif et développement métabolique ou bien sa maturation métabolique. Ça, c'est capital. C'est un aliment évolutif. On va voir tout ça. Troisièmement, le lait maternel représente l'aliment qui a beaucoup d'avantages, le seul aliment qui a beaucoup d'avantages pour la santé du nourrisson et de sa mère aussi.
Pour la composition du lait maternel, le lait maternel assure un apport calorique idéal pour les nourrissants à raison de 650 à 750 kilocalories par litre. Sur le plan apport en protéines, le lait maternel, il n'est pas très riche en protéines. Il contient une quantité 3 fois moins de protéines par rapport au lait de vache. Cependant, sur le plan qualitatif, il assure des protéines de très haute qualité. Le lait maternel contient 10 à 12 grammes par litre de protéines qui sont représentées essentiellement par les protéines du lactosérum jusqu'à 60 à 65%. Ces protéines du lactosérum sont très originaux. On ne les trouve pas dans d'autres types de lait ou bien dans d'autres types d'aliments. Par exemple, je cite quelques protéines présentes dans le lait maternel, l'alpha-lactalbumine, lactoferrine pour l'absorption et l'utilisation du fer, les immunoglobulines pour l'immunité, les enzymes, les facteurs de croissance, citant l'IGF-1, le facteur de croissance épidermique, le facteur de croissance hématopoïétique, la leptine, la ghreline, les cytokines pour l'immunité, la lipase comme enzyme afin de faciliter la digestion des lipides. Il contient aussi des acides aminés libres, mais moins de caséine, dont la caséine représente seulement 30%. Pour les glucides oligosaccharides, il contient 75 grammes par litre de glucides, et ce glucide dont de très haute qualité aussi, avec 63 grammes par litre de lactose. Donc, l'apport en galactose, il est largement suffisant pour la maturation cérébrale chez le nourrisson. Et il contient aussi des oligosaccharides qui sont au nombre de plus de 200. Ces oligosaccharides, ce sont des prébiotiques qui jouent un rôle majeur dans le développement et la maturation de la flore bactérienne intestinale du bébé. Donc, on trouve moins de troubles fonctionnels digestifs et on trouve moins de risques chez le bébé, moins de risques de syndrome diarrhéique prolongé. Donc, ces oligosaccharides facilitent la maturation et l'équilibre de la flore bactérienne intestinale du nourrisson. Pour les lipides, il contient 40 grammes par litre de lipides qui sont aussi de très haute qualité, notamment à type de triglycérides jusqu'à 98%. Il contient aussi du cholestérol pour la biosynthèse des différentes hormones et il contient moins de phospholipides. En plus, à ces lipides, le lait maternel contient la lipase, donc assure, d'ailleurs c'est pour cette raison on parle de l'aliment et l'enzyme qui assure sa digestion. Donc il contient des lipides et de la lipase qui assure la digestion de ces lipides, et ça correspond vraiment à l'immaturité de la production de cette enzyme chez le nourrisson durant les 3 premiers mois. Pour la qualité des lipides, le lait maternel contient l'acide linoléique avec une portion de 5% par rapport à la ration calorique globale, et donc c'est l'idéal pour la bonne maturation neuronale. Pour les sels minéraux et oligo-éléments, il contient une faible quantité de sodium, donc moins de risque d'acidose, moins de risque de déshydratation hypernatrémique, et ça correspond idéalement à l'immaturité rénale du nourrisson. Pour le calcium et le phosphore, il contient une faible quantité par rapport au lait de vache. Cependant, l'absorption et l'utilisation du calcium, elle est excellente jusqu'à 80%. Pour le fer et le zinc, il contient des quantités considérables comme le lait de vache. Cependant, l'absorption et l'utilisation de ces oligo-éléments est meilleure. Pour les vitamines, pratiquement, le lait maternel contient toutes les vitamines nécessaires pour son métabolisme. Alors, pourquoi le lait maternel représente l'aliment approprié au nourrisson? On essaye de résumer le total par rapport à sa composition. Comme on a déjà parlé, durant les 3 premiers mois, il y a une fragilité de la barrière digestive anti-infectieuse. Donc, il y a un risque chez le nourrisson. Il a une immaturité de son immunité au niveau tube digestif. Donc, il présente un risque d'entérocolite grave et de sensibilisation aux protéines du lait de vache. Pour le lait maternel, il est riche en facteurs de l'immunité. Donc, le bébé a un risque moindre de développer des infections, notamment des infections digestives. Il contient des protéines de haute qualité avec une excellente digestion. Pas de risque donc d'entérocolite allergique chez le nourrisson allaité au sein. Il contient des oligosaccharides qui assurent plus de maturation de la flore intestinale et donc ça assure une meilleure trophicité intestinale et plus d'immunité au niveau du tube digestif. Donc le nourrisson allaité au sein a
plus d'immunité au niveau de son système digestif et donc il a un moindre risque d'avoir ou bien de développer une infection du tube digestif, une gastroentérite aiguë. Et il a aussi un moindre risque d'entérocolite allergique secondaire aux protéines, aux macromolécules protéiques. Durant les 6 premiers mois, on avait parlé aussi de l'immaturité de la sécrétion des sels biliaires, de la lipase, de l'amylase pancréatique, etc. Donc, il y a un risque de maldigestion en cas d'allaitement par le lait de vache. Pour le lait maternel, il contient la lipase qui permet une meilleure digestion des lipides qui sont de haute qualité dans le lait maternel. Alors, toujours pour la de l'immaturité rénale. Et en cas d'excès d'apport sodé, ce bébé a un risque de déshydratation hypernatrimique et aussi de l'immaturité de l'épuration de l'interconversion de l'urée. Et on avait parlé que l'excès d'apport protéique expose le bébé à un risque d'acidose métabolique. Quant au lait maternel, il est pauvre en sodium, donc aucun risque de déshydratation hypernatrimique pour le bébé allaité au sein. Le lait maternel est moins riche en protéines avec une digestion excellente vu sa richesse en enzymes et en facteurs de croissance qui assurent une bonne trophicité intestinale, donc moins de risque d'acidose métabolique. Le lait maternel est rapidement digéré vu la qualité des nutriments qu'ils contiennent, rôle des oligosaccharides surtout présents dans le lait maternel qui sont donc très originaux et qui sont à un nombre de plus de 200. Donc ça va assurer un meilleur confort digestif, donc moins de reflux gastro-œsophagien, moins de troubles fonctionnels digestifs qui sont très fréquents chez les bébés durant les premiers mois, notamment les coliques du nourrisson, les ballonnements abdominaux, les troubles du transit, surtout la constipation, etc. Toujours pour les avantages de l'allaitement maternel pour le nourrisson, en plus de sa composition idéale et très appropriée pour le nourrisson, le lait maternel représente un aliment évolutif. Comment ça se fait? Ça évolue en 3 phase. Vous avez le colostrum qui correspond au lait sécrété pendant les 5 premiers jours, qui a une coloration jaune citron, qui est très particulier sur le plan de composition parce qu'il est très riche en EGA, très riche en sels minéraux, en facteurs protecteurs multiples, en oligosaccharides. Il contient moins de caséine. Ce colostrum assure un renforcement de l'immunité au niveau du tube digestif du nouveau-né. Le lait de transition, il fait suite au colostrum du 5e au 15e jour et sa composition, elle est intermédiaire entre le colostrum et le lait mature. Pour le lait mature, il correspond à la composition déjà suscitée et on le voit après le 15e jour de vie et c'est le lait maternel mature qui persistera après pendant la durée totale de l'allaitement maternel. Alors, si on essaye de parler de plus des avantages de l'allaitement maternel pour le nourrisson, on ne pourra pas terminer rapidement, vu donc ces avantages très nombreux. La composition, elle est très adaptée de manière idéale au nourrisson et ça permet une croissance optimale et normale selon l'OMS. Le lait maternel prévient l'allergie chez le nourrisson, c'est selon les données de l'OMS, selon les différentes études randomisées, donc moins de bronchiolite et moins d'asthme du nourrisson. Et aussi pas d'allergie aux protéines de lait de vache. Il a une propriété anti-infectieuse vu sa richesse en facteurs et cellules de l'immunité, donc ça prévient les maladies diarrhéiques du nourrisson selon les données de l'OMS. Le lait maternel diminue l'incidence du reflux gastro-œsophagien et aussi bien du syndrome de mort subite du nourrisson selon l'OMS. Le lait maternel est prêt à l'emploi et à la manipulation, donc on n'a pas besoin de biberon et de tétine. Le lait maternel est économique, disponible 24 sur 24 heures. Il renforce les liens affectifs entre la mère et son bébé. Le lait maternel est une substance vivante en concentration variable selon les besoins et l'âge du nourrisson. Il protège contre les caries dentaires et contre le syndrome hémorragique du nouveau-né. Le lait maternel protège contre le surpoids, contre l'obésité à l'adolescence. Il protège contre l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie à l'âge adulte, selon les études. Il diminue l'incidence du diabète de type 2 et aussi bien du diabète de type 1.
Les nourrissons sous allaitement maternel sont plus intelligents que ceux alimentés au biberon. Donc, c'est le seul aliment qui procure le nutriment et l'enzyme qui permet de le digérer. Donc, vous voyez les avantages multiples de l'allaitement maternel pour le nourrisson. Donc, le lait maternel est un aliment irremplaçable par n'importe quel autre aliment pour la bonne santé du nourrisson. Il n'existe actuellement, malgré l'amélioration des laits artificiels, actuellement, il n'existe aucun lait artificiel qui peut correspondre à la qualité du lait maternel. Pour la mère, le lait maternel a beaucoup d'avantages aussi. Il y a une stabilité, équilibre psychique en postpartum. Donc, les femmes allaitantes font moins de psychose puerpérale. Pratiquer précocement dans la demi-heure qui suit la naissance, l'allaitement maternel favorise l'expulsion du placenta et l'involution utérine rapide. Donc, il protège contre l'hémorragie du postpartum. L'allaitement maternel protège contre le cancer du sein, contre le cancer de l'ovaire avec rôle préventif sur l'athérome et l'hypertension artérielle, aussi bien l'arthrite rhumatoïde selon différentes études. L'allaitement maternel est un moyen efficace de contraception à condition qu'il soit exclusif avec aménorrhée tétée nocturne fréquente. C'est ce qu'on appelle la méthode MAMA de contraception. Pour avoir une contraception efficace à travers cet allaitement maternel, il faut donner le sein fréquemment, au moins chaque 2 heures au nourrisson et surtout durant la nuit. Il faut donner vraiment le sein d'une façon très rapprochée pour assurer cette aménorrhée persistante et donc assurer ce rôle de contraception. Toujours pour les avantages de l'allaitement maternel et cette fois-ci pour la famille. Il s'agit d'une économie de temps et de l'argent. Je passe à la conduite pratique de l'allaitement maternel. La mise au sein doit se faire précocement dans les 30 minutes qui suivent l'accouchement afin de bénéficier du colostrum pour le bébé afin d'éviter la maladie hémorragique du nouveau-né. Et pour la mère, ça facilite l'involution utérine, ça diminue le risque d'hémorragie du postpartum. Donc, il ne faut pas séparer le nouveau-né de sa mère. Pour la technique d'allaitement, la femme allaitante a le droit de choisir la technique qui lui convient, soit position assise classique et de loin la plus courante, soit position allongée sur le côté pour les femmes césarisées et épisiotomisées. On doit les encourager à allaiter précocement, ou bien position face à face en cas de difficulté de succion pour le bébé, en cas de problèmes liés aux mamelons, surtout les mamelons courts pour la femme. Je vous rapporte quelques règles d'or à respecter et qui vont permettre de réussir le démarrage précoce de l'allaitement maternel et surtout de poursuivre l'allaitement sur la durée maximale possible. Les tétées précoces, donner le sein à la demande, alterner les deux seins, donner le sein la nuit et surtout respecter la bonne hygiène des seins. L'allaitement maternel doit être exclusif pendant les 6 premiers mois de vie et si possible maintenir l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 24 mois, chose décrite dans notre Coran. Et c'est une recommandation de l'OMS. Il faut conserver un maximum de tétées après la diversification afin de poursuivre un allaitement maternel de qualité jusqu'à l'âge de 2 ans. Pour le sevrage de l'allaitement maternel, on doit choisir délicatement le moment du sevrage selon les désirs, les obligations de la mère d'un côté, selon les besoins du bébé d'un autre côté. Il faut mettre de mois en mois le bébé au sein. Les seins seront alors moins stimulés, ce qui tardiera progressivement la production lactée. Généralement, on arrête au bout de 15 jours à 3 semaines de diminution progressive du nombre de tétées et de la durée des tétées. Le sevrage de l'allaitement représente une étape naturelle, mais qui mérite d'être abordée en douceur. Ainsi, les périodes de stress, de changement, de séparation sont à éviter avant le démarrage du sevrage. Pour avoir une quantité de lait suffisante, en plus à la mise au sein répétée dans le nectimère dont on en avait parlé, la femme allaitante doit s'alimenter convenablement pour éviter les carences nutritionnelles. Il est recommandé donc de beaucoup boire de l'eau, des tisanes pour atteindre 2 à 3 litres par jour. Il faut éviter les boissons excitantes telles que le café et le thé.
Il faut augmenter l'apport en énergie. On recommande 500 kilocalories par jour de plus pour une femme allaitante, c'est-à-dire une moyenne de 2500 kilocalories par jour. Il n'est pas indispensable d'éviter quelques aliments qui peuvent donner un mauvais goût au lait, tels que les oignons, l'ail, le radis, les choux-fleurs, les navets, etc. Mais il faut les consommer seulement en quantité raisonnable. Pour qu'une femme réussisse son allaitement maternel, elle doit savoir agir vis-à-vis à quelques difficultés qu'elle puisse rencontrer. Citons par exemple les mamelons douloureux avec présence des crevasses ou fissures. Pour éviter cette complication, il faut bien positionner le nouveau-né qui doit être dans l'axe du sein. Il faut donner des tétées courtes. Il faut enlever le sein dès que la tétée est terminée. Déposer une goutte de lait vers la fin de la tétée qui est riche en lipides qui va favoriser la cicatrisation rapide des crevasses. Il faut éviter l'application de toute crème ou médicaments sur le mamelon et il faut chercher et traiter un éventuel muguet buccal chez le bébé qui va entraîner par conséquence un risque de surinfection des crevasses. Deuxième situation particulière aussi, c'est la situation de la mastite ou abcès du sein. La mastite se définit comme étant l'inflammation de la glande qui est secondaire à l'obstruction des canaux galactophores. Elle peut concerner généralement un lobe. En présence d'une mastite, il faut continuer à donner le sein et bien le vider. Il faut mettre la femme allaitante sous traitement antalgique et déposer des compresses chaudes sur les seins pour favoriser l'écoulement du lait et la désobstruction des canaux obstrués. Si ça persiste, le sein va s'inflammer, la situation va s'aggraver avec formation d'abcès, donc une surinfection avec une absidation qui s'exprime par la palpation d'une collection bien limitée, très douloureuse, associant une fièvre et des signes généraux. Dans cette situation-là, on doit arrêter rapidement l'allaitement maternel et on doit indiquer un drainage avec vidange de l'abcès associant une antibiothérapie et un traitement antalgique. Dès la guérison, l'allaitement maternel devrait être repris. Troisième situation, l'hypogalactie. L'hypogalactie, c'est l'insuffisance quantitative du lait suspectée devant une prise pondérale insuffisante chez le nourrisson, qui est agité, qui pleure sans cesse et qui tète en permanence ses doigts. Dans cette situation-là, il faut d'abord recommander à la mère un sommeil suffisant et régulier, des boissons abondantes, une alimentation équilibrée avec mise au sein fréquente, donc des tétées plus fréquentes et plus rapprochées. Et en cas d'échec dans cette situation-là, on doit associer un lait artificiel. C'est ce qu'on appelle allaitement maternel avec complément. Quelques situations particulières méritent à être abordées, citant des situations particulières liées aux nourrissons, comme le petit poids de naissance et le prématuré. Pour eux, il faut donner le sein en présence du réflexe de succion, sinon on doit donner le lait maternel par gavage ou bien à la cuillère. Pour le bébé malade hospitalisé, il faut conseiller l'hospitalisation du bébé avec sa mère afin de continuer l'allaitement maternel et si possible, sinon il faut terrer le lait et le donner à l'enfant par gavage ou bien à la cuillère. Le lait maternel peut être conservé pendant 6 à 8 heures à température ambiante inférieure à 20 degrés, 24 heures au réfrigérateur et même congelé pendant 3 mois dont le réchauffement nécessite un réchauffement au bain-marie si nécessaire. Une autre situation très particulière et fréquente chez les nourrissons allaités au sein, qui est l'ictère physiologique au lait maternel. C'est un ictère qui évolue sur une durée plus prolongée par rapport à l'ictère physiologique simple. Il ne constitue pas une contre-indication à l'allaitement maternel. Cette situation est expliquée par la réabsorption intestinale importante de la bilirubine d'une part et par la présence des facteurs inhibiteurs de la glucuroconjugaison de la bilirubine d'autre part. Pour la diarrhée prandiale du nourrisson au sein, c'est une diarrhée motrice pouvant aller jusqu'à 6 selles par jour, qui sont liquides, jaune d'or, qui verdissent à la lèvre avec une excellente prise pondérale. Ce n'est pas une contre-indication pour l'allaitement maternel.
Quant à la mère, il y a quelques situations aussi à citer. En présence du mère césarisée, l'allaitement est possible dès le réveil, généralement la 6e heure. Allaitement maternel et nouvelle grossesse, il y a un risque de retard de croissance intra-utérin pour le fœtus et pour cette raison, l'allaitement maternel est déconseillé. La femme enceinte et allaitante à la fois doit pratiquer un sevrage un peu rapide pour arrêter rapidement l'allaitement maternel. Allaitement maternel et contraception, c'est la méthode MAMA qu'on avait déjà parlé, aux contraceptions du postpartum à condition de respecter les tétées fréquentes et répétées et surtout les tétées nocturnes. Allaitement maternel et ramadan, il est conseillé à la mère allaitante de ne pas jeûner. La femme allaitante doit prendre quelques mesures nécessaires avant de recevoir un médicament. Elle doit éviter le recours à l'automédication, elle doit éviter les médicaments de confort et elle doit ajuster l'horaire des tétées de façon à ce que l'enfant tète à distance des pics sériques du médicament, notamment pour les médicaments à passage moyen à fort au niveau du lait maternel. Il y a quelques médications qui sont contre-indiquées, notamment les femmes sous chimiothérapie, les antimétotiques contre-indiquent l'allaitement maternel, la radiothérapie, l'iode radioactif, les antistéroïdiens de synthèse, il y a aussi les immunosuppresseurs, il y a les bolus ou bien les corticoïdes à forte dose, etc. Mais dans toutes les situations, avant d'entamer une thérapeutique, on doit vérifier toujours le Vidal, on doit demander l'avis du médecin traitant selon la situation pathologique de la femme allaitante. Alors, je passe. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour l'allaitement maternel? Vous voyez les avantages multiples du lait maternel pour le bébé, pour la mère, à titre de prévention de beaucoup de maladies, etc. Donc, tous ces différents avantages méritent donc de promouvoir, encourager l'allaitement maternel. Mais cependant, il y a quelques situations particulières qui contre-indiquent l'allaitement maternel, citant la galactosémie congénitale. C'est une maladie héréditaire du métabolisme des glucides rares qui est due à un déficit enzymatique en une enzyme qui s'appelle galactose 1 phosphate uridyle transférase qui entraîne la transformation du galactose en glucose. Et en absence de cette enzyme, ça va entraîner par conséquence une accumulation du galactose qui va devenir toxique pour les tissus, qui s'exprime cliniquement par une hépatomégalie avec une insuffisance hépatocellulaire associée à des vomissements chroniques, des hypoglycémies réfractaires et tout. Et dans cette situation, l'enfant doit être mis sous régime sans galactose et donc ça contre-indique l'allaitement maternel parce que le lait maternel contient des quantités considérables de galactose. La phénylcétonurie, c'est une deuxième contre-indication de l'allaitement maternel, mais maintenant on la considère comme étant une contre-indication qui n'est pas vraiment absolue. En cas de disponibilité d'usage de la phénylalanine, donc on indique on peut garder un allaitement maternel associé dans cette situation. Psychose maternelle grave ou autre maladie chronique grave, toujours en matière de pathologie chronique grave, on revient, on discute avec le spécialiste traitant selon la thérapeutique mise en cours, selon l'état de santé maternelle. En cas de thérapeutique qui contre-indique l'allaitement maternel, dans ce cas-là, on évite. Ou bien en cas de pathologie grave, dont l'état physique de la mère ne permet pas l'allaitement, donc ça c'est une aussi possibilité d'éviter l'allaitement maternel et de passer à un allaitement artificiel. La mère porteuse du virus de l'immunodéficience humaine, donc VIH, c'est une contre-indication absolue. Et la mère atteinte d'une infection acétomégalovirus active aussi, c'est une contre-indication absolue parce que le CMV passe dans le lait maternel. Les maladies maternelles aiguës peuvent constituer une contre-indication temporaire, surtout en cas de prescription des thérapeutiques qui sont contre-indiquées en cas d'allaitement maternel. Il y a des contre-indications transitoires, par exemple, citons les INS à forte dose. Et dans ces cas-là, on peut arrêter temporairement l'allaitement maternel et on reprend aussitôt après la guérison. L'abcès du sein aussi constitue une contre-indication temporaire de l'allaitement maternel. Surtout pour le côté absédé, on peut poursuivre l'allaitement maternel en utilisant le deuxième sein non absédé, mais on vérifie toujours les médicaments prescrits et l'état physique de la mère.
Je termine ce cours consacré à l'allaitement maternel surtout par cette dernière plaque dans laquelle je vous parle de cette initiative Hôpitaux Amis des bébés. Depuis 1989, un mouvement mondial de lutte contre le déclin de l'allaitement maternel a vu le jour et s'est fixé pour mission de faire la promotion et la protection de cette pratique de vie. En mai 1989, l'OMS et l'UNICEF lancent l'initiative Susciter dans un but d'avoir des hôpitaux dans l'architecture correspond à l'hospitalisation des mères avec leur bébé, quel que soit l'âge du nourrisson, afin de bénéficier de cette pratique de vie et d'éviter l'arrêt précoce de l'allaitement maternel, surtout pour les nouveau-nés malades. Alors, merci beaucoup. Je termine cette première vidéo de diététique du nourrisson. La prochaine vidéo va concerner l'allaitement artificiel comme alternative de l'allaitement maternel et la diversification alimentaire.